Dimanche 5 avril 1992, Anneville-en-Bourville, un village tranquille en Seine-Maritime. C'est ici que vit la famille Casse, dans cette somptueuse propriété de 700 mètres carrés. André Casse et sa femme Sylviane, les parents, sont les premiers réveillés. Leurs enfants émergent un par un. Nathalie, 19 ans, la fille aînée, et son mari Laurent. Jérôme, 11 ans. Julien, 13 ans. Et enfin, le petit dernier, Aurélien, 2 ans et demi. Pour toute cette famille, ce dimanche s'annonce comme une journée ordinaire. Ils font un petit déjeuner assez pantagruélique. On a une table déjà bien chargée, c'est un banquet. Bonne ambiance au dimanche matin familial, on rigole, ça se passe bien. Et on voit ce qu'on fait de la journée. Ma sœur vient nous parler de la proposition d'aller au cinéma. Ma mère nous propose également d'y aller. Et ils ont envie d'aller voir le dernier film de Spielberg qui vient de sortir, c'est Hook, le capitaine Crochet. Le cinéma le plus proche est à Rouen, à une trentaine de kilomètres. La séance est à 16h30. Toute la famille s'apprête à partir. Sylviane Casse aussi. Lorsque soudain... Ma mère est montée dans la voiture. Et elle est redescendue au dernier moment. En disant qu'elle voulait pas y aller. Au dernier moment, Sylviane, qui a son survêt et qui a un manteau sur le dos, nous dit « je viens pas ». Mon père a insisté, il a insisté. Et à la fin, il a cédé à ma mère qui voulait rester là. Elle est montée en voiture et elle redescend et je lui dis « écoute, je vais rester avec toi ». Et là, elle dit à André Casse, non, va avec eux, faites tout ce qui est prévu, ne vous occupez pas de moi, je suis fatiguée, je me repose, laissez-moi tranquille. Il est 15h30 lorsqu'André Casse et ses 4 enfants quittent la propriété. Dans l'allée, Sylviane Casse leur fait un signe de la main. Et ils s'en vont, et ils ne la reverront jamais en vie. 4 heures plus tard, il est 19h10. André Casse et ses enfants rentrent ravis de leur séance de cinéma. À ce moment-là, ils ne se doutent pas que leur vie va bientôt basculer. Dans la voiture, l'ambiance est très gaie finalement. Et puis, ils arrivent à la villa, le portail s'ouvre, ils vont sur le chemin. Et la première surprise, la voiture de Sylviane Casse n'est pas là. Quand la famille arrive, l'absence de la voiture de Sylviane Casse, une grosse berline, ne les inquiète pas. On a juste dit, tiens, la voiture n'est pas là. Maintenant, ma mère pouvait être chez des amis à elle. Elle pouvait très bien avoir été chercher quelque chose, donc bon, il n'y a rien de surprenant. Quand je rentre à la maison et que je vois son sac à main retourné sur la table, que là, je me dis qu'il y a un souci. Elle est assez ordonnée, Sylviane Casse, donc là, ça tique un peu dès finalement le hall d'entrée. Absence de voiture, sac à main retourné, je me dis qu'il y a un problème, donc je monte en courant dans la chambre. Et c'est à ce moment-là où je retrouve son corps. Je pousse un cri énorme et en gueulant, en hurlant qu'ils l'ont tué, et je suis descendu, quoi. Nathalie, la fille aînée, monte à l'étage. Dans l'antichambre de la suite parentale, elle découvre à son tour le corps meurtri de sa mère. Elle est allongée sur le dos, elle saigne, il y a beaucoup de sang. Elle a un fil de téléphone autour du cou. Comme si elle avait été étranglée par le fil du téléphone. Elle a une carabine posée sur elle. Et elle a beaucoup de sang sur la poitrine. On saura après qu'elle a reçu 3 balles dans le torse. Une demi-heure plus tard, les gendarmes arrivent sur place. Et d'emblée pour eux, cela ne fait aucun doute. Un cambriolage s'est produit dans la villa. La maison a été fouillée, on a même constaté la disparition d'objets. On a vu disparaître des petits tableaux. Ce qui a disparu, qui était le plus précieux, c'est qu'elle avait un coffret qui est à peu près comme ça, avec des bijoux achetés depuis plus de 20 ans, des bagues, des colliers, et ça a disparu.
Les gendarmes ont eu cette quasi-certitude qu'on avait peut-être affaire à un crime de rôdeur. Un cambriolage qui tourne mal, absolument. Les gendarmes fouillent de fond en comble l'immense villa. Et voici ce qu'ils vont découvrir. Les enquêteurs découvrent du sang dans d'autres endroits de la maison. On va retrouver une quantité de sang assez importante au bas de l'escalier qui descend à la cave. Les gendarmes sont perplexes. Alors que le corps de Sylviane Casse gît au premier étage, comment expliquer la présence de traces de sang dans la cuisine et au bas de l'escalier de la cave? Pour résoudre cette énigme, les enquêteurs envisagent un premier scénario du drame. La reconstitution donnerait ceci. Sylviane Casse est au sous-sol de sa maison. Des gens pénètrent dans cette maison à son insu. Elle remonte du sous-sol vers le rez-de-chaussée, les surprend. Et là, quelque chose de violent a lieu. Ce qui est assez probable, c'est que sans doute elle ait été jetée du haut des escaliers, qu'elle soit tombée. La tête claque violemment sur le carrelage et là, elle t'évanouit, elle saigne. Il y a des traces de sang, elle subit un fort traumatisme crânien. À mon avis, elle a perdu connaissance. Sylviane est évanouie dans la cave, mais elle est encore en vie. Et cela, les cambrioleurs l'ignorent. Alors qu'ils fouillent le premier étage de la maison, les voleurs vont se faire surprendre. Sylviane Casse se serait réveillée, aurait retrouvé conscience, serait remontée vers le rez-de-chaussée. À partir de là, elle aurait utilisé un escalier qui n'était pas l'escalier principal de la villa, mais plutôt un escalier qui permettait d'accéder directement à sa chambre. Cet escalier dérobé part de la cuisine. Voilà pourquoi on y trouvera des traces de sang. Si Sylviane Casse veut rejoindre sa chambre, c'est qu'elle se souvient que son mari y a caché, en haut du placard, une carabine Winchester 22 long rifle. C'était une combative et on pense qu'elle est remontée prendre le fusil pour défendre son bien, enfin pour se défendre. Et elle a mis la main sur le fusil et elle s'est retrouvée, elle ne pensait pas se retrouver face à un des deux visiteurs. Et c'est là qu'elle a tiré les deux coups, elle l'a manqué, et puis les balles sont allées dans le mur. Ce qui explique aussi qu'on a pu retrouver des traces de poudre sur ses mains. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le deuxième qui devait être dans la pièce qu'elle n'avait pas vue, qui arrache le fil du téléphone qui se trouvait derrière elle, l'étrangle. Ensuite, les cambrioleurs se sont emparés de l'arme de Sylviane Casse et l'ont abattu de 3 balles. Immédiatement, les malfaiteurs quittent les lieux, paniqués. Ils partent avec la voiture de la victime parce que c'était le seul moyen à leur disposition qu'ils avaient pour s'enfuir. Ce qui là encore est quand même un signe d'improvisation. On tue avec l'arme de la maison, donc on n'est pas armé soi-même. Et on n'a pas prévu de moyen de fuite. On est obligé de prendre la voiture de la maison qui n'avait plus une goutte d'essence. Tout dans la maison laisse donc penser que Sylviane Casse a été la victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Maintenant, il faut des preuves. L'enquête ne fait que commencer. Moins d'1 heure après la découverte du cadavre, les gendarmes retrouvent la voiture de Sylviane Casse. Le réservoir est vide. Les voleurs l'ont abandonnée ici, dans cette cité de la banlieue rouennaise. Elle est retrouvée dans un quartier chaud, comme on dit, de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen aussi, et elle est en panne d'essence. En interrogeant les passants, les gendarmes ont une première piste. 3 témoins d'une même famille affirment avoir vu un homme seul sortir de la voiture et s'enfuir. Ils en font une description assez précise et on établit même un portrait robot.
Jeune homme de 20-25 ans. Les cheveux crépus noirs. Visage fin. Un peu en couteau. De taille moyenne. Origine du Sud. Et des lunettes de soleil. Les gendarmes sont convaincus que le ou les meurtriers viennent de ce quartier. Alors ils procèdent à l'arrestation de petits malfrats de la cité. Parmi eux, il y a Abdel Benjiriou, un jeune receleur qui semble correspondre au portrait robot. La piste semble sérieuse. Une perquisition au domicile du suspect est immédiatement ordonnée. On va retrouver des bijoux, notamment une bague. Une des sœurs porte au doigt une bague qui est un grenat avec des diamants, je crois, autour. Enfin, en tout cas, c'est un grenat. Et elle n'en explique pas très clairement la provenance. C'était pas un bijou de très grande valeur. Hein. Les enfants ont dit que cette bague appartenait à leur mère. Nathalie, elle, qui regardait souvent avec sa mère les bijoux de celle-ci, reconnaît cette bague comme appartenant à Sylviane Casse, à sa maman. Mis en examen pour complicité d'assassinat, Abdel Benjiriou est placé en détention. Seulement, cette piste va vite s'effondrer. Car lors d'une confrontation, les 3 témoins qui ont vu l'homme descendre de la voiture de Sylviane Casse ne vont pas reconnaître Benjiriou. Et ce n'est pas tout. La bague retrouvée au domicile de Benjiriou ne semble pas appartenir à Madame Casse. Après, la famille de ce jeune homme qui avait été inquiété dans un premier temps a fourni la facture, j'ai bonne mémoire, de cette bague qui avait été achetée en Algérie ou en Tunisie. Et il les libère, et je pense de toute façon qu'il a raison de les libérer. Une erreur judiciaire vient d'être évitée, mais une autre se prépare. Les soupçons vont bientôt se porter sur le propre mari de la victime, André Casse. Juillet 1993. Alors que Sylviane Casse a été tuée depuis plus d'1 an, un homme est arrêté dans un train en possession d'1 kilo de drogue. Il s'appelle Douad Djoubri. Et ce dealer le sait, il risque une lourde condamnation. L'homme va tenter de monnayer auprès de la police des informations en échange d'une clémence policière et judiciaire à son égard. Autrement dit, si je te donne une affaire, est-ce que tu peux m'épargner un procès, des années de prison, etc. pour mon trafic de drogue, qui était quand même assez important. Alors, pour réduire sa peine de prison, voici ce que Douad Djoubri dit à l'inspecteur Morel, qui l'interroge. Je sais qui a tué Madame Casse. Ceux qui ont tué, c'est des gens que je connais. Et Djoubri de désigner 2 de ses amis, 2 tueurs à gages, Malek Mestoui et Driss Ouchani. Tous les 2 auraient été payés pour tuer Sylviane Casse. Le commanditaire, c'est le mari. Il le nomme tout le temps le gros ou le gros juif. L'expression gros juif, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, avec une espèce de complaisance de la part de la police qui mène l'enquête avec ce qualificatif. C'est le gros juif qui a tué sa femme. C'est ce qu'on a entendu tout de suite, avant même que j'arrive. C'est ce qu'on a entendu tout de suite. Jamais Douad Djoubri ne va citer André Casse, mais personne ne s'y trompe. Le gros juif, pour eux, ça ne pouvait être que lui. Voilà. Mais de toute façon, des affaires criminelles avec un gros juif, à l'époque, en Normandie, il n'y en avait pas 100. Une femme qui avait été tuée, il n'y en avait pas des centaines non plus, c'était très facilement remontable. Donc tout a commencé comme ça. Douad Djoubri donne des détails. Voici ce qu'il dit à l'inspecteur Morel. Un juif cherche quelqu'un pour tuer sa femme, pour hériter, car c'est elle qui aurait possédé tous les biens. Le juif aurait dit qu'il était au cinéma le jour du meurtre, c'était son alibi. Ils ont dû piquer des choses de valeur pour accréditer la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Avec ce témoignage, le dossier change de nature. Il s'agit maintenant d'un meurtre commandité. André Casse aurait recruté 2 tueurs à gages et il est vrai qu'il connaît Malek Mestoui et Driss Ouchani. Donc, il va falloir les interpeller tous et les faire parler. Mon père aime bien s'enquenailler un peu. Il est ouvert, il aime les gens. Et Malek, c'est un type qui est un type bien,
Un type honnête qui a fait 2-3 bêtises dans sa vie et qui avait besoin d'un petit coup de main. Donc mon père le faisait travailler, ils sont devenus amis. Les gens classiques ne l'intéressaient pas. Il a toujours eu des relations un peu douteuses. Ainsi, ces drôles de relations suffisent au juge Laurent pour faire désormais d'André Casse le suspect numéro 1. Moi, ça me paraissait indispensable de chercher de ce côté-là. Effectivement, c'est un renseignement quasi miraculeux. C'était même, je ne pensais jamais qu'on aurait tout de suite autant d'éléments. Pourtant, le juge aurait dû s'interroger sur la fiabilité du témoignage de Douad Djoubri, car le dealer rouennais a commis dans sa déposition une grossière erreur. Il dit oui, sa femme a été retrouvée dans le coffre de sa voiture. Or, on sait depuis le début que Sylviane Casse s'est retrouvée dans sa chambre. Plus troublant encore, 5 jours après l'audition de Djoubri, la police entend un autre toxicomane. Lors d'une garde à vue, cette fois-ci à Rouen, un petit dealer va confirmer les accusations de Djoubri. Et il fait exactement la même phrase avec la même erreur. Il s'agit du crime de cette femme dont on a retrouvé le corps dans le coffre de la BMW. Ma mère, je l'ai retrouvée assassinée dans sa chambre. J'étais là, j'étais aux premières loges pour retrouver le corps. Je vous assure qu'il est dans sa chambre. Et on s'est pas amusé à le mettre dans la voiture. Pourtant, le juge d'instruction ne se pose pas la moindre question, même lorsque le second toxicomane se rétracte quelques jours plus tard. Il a été beaucoup moins formel quand je l'ai entendu, ça s'est quand même largement délité. C'est qu'est-ce qu'il vous dit en fait quand vous l'entendez vous? Je dis que c'est plus ou moins les policiers qui lui ont dit de dire ça, qu'il ne se souvient pas et qu'en fait il n'a jamais entendu ce qu'il est censé avoir entendu. Qu'importe, aux yeux du juge, le témoignage du premier dealer, Douad Djoubri, est crédible. D'autant que l'attitude, la personnalité et le tempérament d'André Casse vont le convaincre qu'il a bel et bien commandité l'assassinat de sa femme. Personnalité tellement hors du commun qu'on pouvait tout imaginer. C'est-à-dire que c'est un homme qui permettait, et ça je l'ai bien vu dans les témoins, dans toutes les personnes qui parlaient de lui, qui permettait de monter tous les fantasmes, toutes les histoires. André Casse est un notable qui agace. Parti de rien, il a connu une carrière flamboyante dans l'immobilier, comme le montre cette publicité. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Il va fonder plusieurs sociétés immobilières, des dizaines même de sociétés immobilières. Mon père est un génie des affaires. Montrant de façon ostentatoire sa réussite quand elle est arrivée. Et André Casse la montre notamment à travers une maison incroyable de 700 mètres carrés sur 4 hectares de terrain boisé. Monsieur Casse s'est laissé influencer par le feuilleton Dallas qu'il regardait tous les jours. C'est une villa qui en jette, comme on dit. C'est Hollywood sur scène. Il y avait le sauna. Jacuzzi, vraie fausse statue. Il y avait un petit jardin intérieur. Colonnes. Du marbre au sol, des dorures, des stucs. Un monument de mauvais goût. Mais c'était surtout un club méditerranéen dans lequel il y avait tous les jeux. Une salle de cinéma également dans la maison avec un grand écran. Il y a un terrain de foot, un terrain de volley, une piscine. Même une piste de karting, pour nous, ils ont offert des kartings, la totale. Consciemment ou inconsciemment, c'est fait pour afficher son argent. Cet homme avait mauvaise réputation, suscitait la jalousie, l'envie. Et pour couronner le tout, André Casse a beau être marié, il ne s'interdit aucun plaisir. C'est un homme qui a, et c'est pas un secret de le dire parce que lui-même s'en vantait volontiers, qui a une sexualité débridée. Il aurait pu être saoudien et avoir un harem. Tellement qu'il était glouton sur les femmes. Tout le monde couchait avec tout le monde. Il y avait des traces de
Parce que certains des protagonistes étaient allés à Paris dans un club échangiste avec monsieur et madame Cass, des choses comme ça. Donc tout le monde avait couché avec tout le monde. Il y a eu cette fantastique liberté sexuelle qui a fait qu'on s'est mis en effet à avoir du plaisir et en parler et à le vivre. Le problème, c'est que les enquêteurs vont s'apercevoir qu'André Casse continue de mener une vie dissolue, même après la mort de sa femme. Il n'a pas du tout eu le comportement d'un veuf éploré. Mon père l'a toujours dit, il a toujours eu des maîtresses, il a toujours eu des femmes. Maintenant, il ne l'a jamais fait devant nous. Quand ma mère est décédée, il nous a expliqué qu'il avait des maîtresses. La vie a continué et que voilà, c'était comme ça. Ainsi, moins d'un mois après le décès de Sylviane Casse, André installe chez lui Brigitte, l'une de ses maîtresses. Ma préférence va très nettement à Brigitte, qui est quelqu'un de très bien. Quand on passait, on nous regardait, on vous montrait du doigt. J'étais certainement la sale bonne femme, quoi. Mais bon, ça m'était égal, complètement. Et elle va venir aussi parce qu'il faut s'occuper des enfants qui sont jeunes. Hein. Il y a des enfants qui sont jeunes. Heureusement qu'elle a été là pour prendre en charge les enfants. Avec un tel comportement, André Casse irrite. D'ailleurs, au fil du temps, les enquêteurs découvrent qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il va à ce moment-là cristalliser une image de cynisme d'un homme qui finalement n'était pas attaché à son épouse et qui retrouve un peu trop vite le sourire. Casse ne pouvait qu'appeler contre lui des rumeurs et des ragots. C'est quelqu'un contre qui on a sûrement un plaisir fou à rapporter des ragots. On ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Dans le milieu financier, Casse s'est présenté comme un très riche. Dans le milieu relationnel, comme un super riche. Puis dans le milieu sexuel, comme un extra riche. Alors vous pensez bien que les gens ont enfoncé des portes qu'ils pensaient déjà ouvertes. Alors le bal des dénonciateurs commence avec Michel de Courcelles, la mère de Sylviane Casse. La belle-mère va procéder à cette entreprise de diabolisation de son gendre. C'est une belle-mère qui est un peu sulfureuse aussi, il faut même le dire. Michel de Courcelles est auditionné, et aussi incroyable que cela puisse paraître, les policiers découvrent qu'elle a été la maîtresse d'André Casse, son gendre. Ma belle-mère avait 38 ans, j'en avais 17. Donc on a eu en effet une relation qui a duré. J'ai reconnu avoir eu des rapports physiques, d'accord. J'ai jamais dit que j'avais fait, je vais vous paraître cru, l'amour. Et ce sont deux choses différentes. Et devant les enquêteurs, Michel de Courcelles déballe tout. André Casse est un homme violent, explique-t-elle, et Sylviane cherchait à le fuir. Ça devait être au mois d'octobre 91. Elle était partie avec ses 4 enfants. Vers 22h, 22h30, il y a le téléphone qui a sonné chez moi. Et c'était Nathalie Casse. Elle m'a dit que son père avait pété les plombs, qu'il voulait tuer sa mère. Quand elle m'avait dit qu'André voulait la tuer, je lui avais dit, mais on va aller voir les gendarmes. Elle m'a dit, maman, j'y ai bien pensé. Elle me disait, mais je n'ai aucune preuve. D'autres témoignages vont venir confirmer les intentions meurtrières d'André Casse, à commencer par celui de Jean-Pierre Fiatrio, un ami de la famille. Il va dire qu'au mariage de Nathalie Casse, qui se déroule quelque temps avant le meurtre, André lui aurait demandé... Est-ce que tu as déjà réfléchi, toi, aux différentes méthodes pour te débarrasser de ta femme? Et Fiatrio, à la fois intrigué du comportement, avait répondu, moi, si tu veux faire tuer ta femme, t'as qu'à simuler un cambriolage qui a mal tourné, quoi. Enfin, les enquêteurs découvrent le mobile du meurtre de Sylviane par son mari. À cette époque, le couple était financièrement au bord du gouffre, à tel point qu'André Casse aurait demandé à sa femme de se donner la mort, seul moyen pour lui de se sortir de cette impasse. C'est ce qu'affirme Michel de Courcelles aux policiers. Alors il y avait un moment, elle me disait, oui, il faudrait que j'aille me jeter contre un arbre, pour simuler un accident, pour toucher les assurances, quoi, parce qu'il y avait des assurances énormes quand même.
Il touche 2 700 000 francs. C'est un mobile qui apparaît sérieux aux yeux des enquêteurs et du juge Laurent. Au lendemain du décès de son épouse, un chèque de 2 700 000 francs, soit 412 000 €, est effectivement versé à André Casse. On peut se dire, voilà quelqu'un qui est sans foi ni loi. Et quand on est sans foi ni loi, eh bien on peut être plus facilement coupable que d'autres. André Casse devient le coupable idéal, un homme capable de commettre un crime monstrueux par tueur interposé. Et pour l'accabler un peu plus encore, l'inspecteur Morel déploie des méthodes musclées pour tenter de faire craquer les enfants du suspect. À l'époque, ils n'ont que 12 et 14 ans. L'inspecteur arrive en me disant voilà, on sait tout, on est sûr, ton père a fait assassiner ta mère, c'est un salopard, c'est une ordure. Et que j'ai intérêt à tout déballer, c'est parce que sinon je pourrais même prendre pour complicité. C'est un truc de fou. Je suis le fils de la victime. Et pour faire pression sur les adolescents, l'inspecteur de police brandit sous leurs yeux les photos du cadavre de leur maman. Photo de ma mère qui a été assassinée, pour essayer de nous traumatiser, pour qu'on explique que mon père est... Mais mon père, on n'y a jamais pensé un instant, on n'y a jamais cru. L'inspecteur Morel a-t-il été aveuglé par la personnalité sulfureuse d'André Casse? Tout le laisse penser. Le 8 novembre 1993, André Casse et ses deux supposés hommes de main, Driss Ouchani et Malek Mestoui, sont arrêtés pour le meurtre de Sylviane. Tout a été focalisé sur Casse, bien entendu. Si Casse était coupable, les autres étaient forcément coupables. Ça a toujours été une enquête à charge. Toujours à charge, à charge, à charge, à charge, à charge. Malek Mestoui, Driss Ouchani et André Casse ont beau nier avec force leur implication dans le meurtre de Sylviane. Ils vont passer 3 années derrière ces barreaux de la prison de Rouen. Une longue descente aux enfers commence alors. Je me tapais la tête dans le mur tous les jours. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que je faisais là. Quand vous êtes enfermé dans une prison avec des barreaux, il n'y a pas d'issue, mais c'est incroyable. Tous les jours, je pensais que j'appartenais s'ouvrir et puis me dire bon, partez, vous avez rien à voir dans l'histoire. Et puis non, ça n'a pas été le cas. De son côté, André Casse adopte, comme à son habitude, une attitude déroutante. Il était un peu le caïd de la prison. Il apprenait à jouer aux échecs aux autres. Tout le monde venait lui demander des conseils. Il avait une espèce d'aura considérable. L'avantage, c'est que je savais lire et écrire et que je pouvais, au travers d'analyse, leur dire on fait ça, on fait ci, voilà ce que je te conseille. Donc j'ai passé du temps en prison, à conseiller les uns et les autres. Il s'en sort. Il est fort, il est costaud. Tantôt, on l'a déjà vu avec des cocards quand même. Hein. On a déjà vu mon père même se battre dans un parloir. Hein. Il était 3, il a dû y aller. Non, en même temps, c'était violent quand même. Hein. Mais il avait une bonhomie, une physionomie à ça se passait. À l'extérieur, chose incroyable, les enfants Casse sont livrés à eux-mêmes. Personne ne va se préoccuper de ce que deviennent ces 4 enfants, dont 3 sont encore mineurs. C'est-à-dire que le juge Laurent n'a pas demandé qu'on s'occupe de nous. Et il nous a abandonnés. Oui, on nous oublie. Alors là, le juge Laurent exceptionnel là-dessus. Hein. On aurait dû être placés, on aurait dû s'occuper de nous. Ma mère est morte, mon père est en prison. Il aurait dû nommer ma grand-mère ou n'importe qui tuteur. Il n'a pas fait son travail. Ça, c'est quelque chose de monstrueux. On a laissé cette famille à l'abandon. Heureusement, on est tombé sur une fille qui avait la grâce, l'énergie, la fraîcheur et puis un amour profond de ses frères. Et c'est donc Nathalie, la sœur aînée, qui a 21 ans à l'époque, qui va prendre tout ce petit monde en charge. Nathalie qui voulait devenir magistrate, c'est quand même un comble. Elle va évidemment pas suivre des études de droit puisqu'elle devient soutien de famille. Les 2 garçons qui sont quand même en plein début d'adolescence, Julien et Jérôme, ils ont explosé eux, en plein vol. La vie de ces enfants aisés s'effondre. La superbe maison de famille est vendue au rabais aux créanciers. Les voilà obligés de se débrouiller seuls pour faire face à leurs besoins financiers.
Tout a été liquidé. Les banques, ayant peur que mon père soit condamné à 30 ans, ont tout bloqué, tout stoppé. Donc du coup, ça nous avait fait faire une faillite complète. Économiquement, c'est très dur pour les enfants par rapport à la vie qu'ils auraient dû avoir. Ils ont perdu ce coup de pouce que je pouvais leur donner économiquement et que je ne peux plus leur donner. 19 mois s'écoulent et chacun s'arrange la vie qu'il peut. Jusqu'en juin 1996. Le juge Laurent décide enfin d'organiser une confrontation entre les 3 accusés. Et Doua Djoubri, le dealer toujours en détention. Je m'étais préparé, je me suis dit, à un moment donné, je vais arriver à me retrouver devant tous ces gens. Maintenant, c'est quoi la solution? D'être honnête ou de continuer à être une pourriture? Et Doua Djoubri d'avouer devant le juge qu'il a inventé toute cette histoire pour se venger de Malek Mestoui. Car les 2 hommes avaient depuis longtemps des différends de toutes sortes, femmes, dettes et drogue. J'ai demandé, comme je l'avais déjà demandé 3 fois à Djoubri, s'il maintenait avoir reçu directement les confidences de messieurs Ouchani et Mestoui, se vantant d'avoir tué la femme du gros juif, comme il l'avait dit la première fois à M. Moret. Et à ma grande surprise, il a dit « bah non, c'est pas vrai ». J'ai tout démenti en disant que je suis désolé, mais maintenant, tout ce que j'ai raconté à l'époque, c'est faux. Djoubri, pour une fois, dit la vérité, que tous ces gens-là n'avaient rien à voir dans l'affaire, qu'il était jaloux de moi et qu'il voulait ma femme. Et là, je vous assure qu'il y avait un poids ce jour-là. C'est rare des situations comme celle-là. On sent le revirement important dans le cadre de cette procédure. Et Doua Djoubri de raconter en détail la manière dont l'inspecteur Morel a mené son interrogatoire en septembre 1993. Vous avez les questions et les réponses. Ça veut dire, il disait, est-ce que ça pouvait être comme ceci? Moi, je disais oui. Puis bon, il tapait, est-ce que ça pouvait être comme cela? Je disais oui. Et on a engrangé. Je revois le juge d'instruction. Je le revois devant moi, blond, là, mince, tétanisé. Parce que le dossier lui échappait tout totalement. Oh bah, je me suis dit, voilà, c'est fini. Je me suis dit, la piste casse, c'est fini. Et c'est de là qu'il nous a dit, j'ai plus rien contre vous, vous êtes libre. Après 18 mois de prison, les co-accusés Malek Mestoui, Driss Ouchani et André Casse sont enfin libérés. Le juge à la fin me dit « Monsieur Casse, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, puisque ça le perturbait beaucoup, cette histoire de gros juifs. » Et j'ai dit au juge que dans un dossier où il n'y avait pas de preuves, pas de mobile, pas d'aveu, et avec d'antisémitisme, avec le gros juif partout, il me dit « Vous sortez ». André Casse pense qu'il est libre. Sa joie va être de courte durée. Car la chambre d'accusation de Rouen va ordonner la remise en détention des 3 suspects. C'est moi qui ai eu le malheur de devoir l'informer de ce qu'il allait retourner en détention. C'est pas facile. Le parquet général a maintenu son appel. Et vous lui dites qu'il va falloir retourner en détention. C'est presque lui qui vous remonte le moral. C'est presque lui qui vous remonte le moral. Vous savez, Maître Bengouli, vous avez fait vraiment ce que vous pouviez, franchement. Vous savez bien que ça se passait comme ça. Vous vous y attendiez, je m'y attendais. À cette décision absurde, André Casse va répondre par l'absurde. Je branche la télévision le lendemain ou le surlendemain, et qu'est-ce que je vois? Mon André Casse, si j'ose dire, qui va avec la presse écrite, la presse télévisée, à la prison, et qui dit, on l'a pas convoqué, on l'a pas encore appelé, on l'a pas encore réincarcéré, mais qui dit, la décision a été rendue, on m'a dit, je viens. Incroyable. Alors que la décision de le réincarcérer n'est pas encore effective, André Casse, valise à la main, retourne à la prison pour se rendre. Seulement les gardiens le renvoient chez lui. C'est difficile de sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais appeler les gendarmes à Duclerc pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer. Mais là, ça fait 2 fois que je me présente spontanément. Je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. Ah, mais je fais un coup médiatique, mais je fais surtout un coup pour démontrer la stupidité de ma réincarcération.
j'avais des affaires. B, pour le juge, je suis innocent. C, les parties civiles demandent à ce que je sois libre. C'est une faute lourde magistrale de m'avoir remis en prison. On savait qu'on n'avait aucune chance d'obtenir qu'il reste dehors. C'était parce que cette chambre d'accusation à Rouen était redoutable, c'était une des pires de France, et parce que le parquet s'acharnait. L'un avec l'autre, on savait qu'ils y retournaient. Finalement, les 3 hommes sont incarcérés pour la 2e fois. Mais le dossier est en déshérence. Du fond de leur cellule, les 3 suspects ont le sentiment que la justice rouennaise les a complètement oubliés. 1 an passe. Nous sommes en 1996 et une nomination au tribunal de Rouen va changer la donne. Une nomination providentielle, celle de Joseph Schmitt, nouveau procureur de la République. C'est un magistrat de grande qualité. C'est un peu ce qui se fait de mieux dans la magistrature, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui force le respect, qui est on vous disait autrefois un besogneux. C'est pas péjoratif, vous savez. Quelqu'un qui fait son travail du mieux qu'il peut, sans état d'âme, sans ego. Dès sa prise de fonction, le procureur Schmitt reprend le dossier Casse. J'hérite de ce dossier et je commence par, comme il était très haut, il faisait pratiquement 1,50 m de hauteur. Et donc je m'attends à avoir des éléments plus ou moins déterminants, convaincants, quoi. Et puis j'arrive à la fin du dossier. Il n'y avait dans cette affaire, au moment où je lis ce dossier, rien d'autre que les déclarations de ces 2 repris de justice. D'abord, le procureur Schmitt pointe plusieurs détails factuels qui contredisent la thèse du crime commandité par le mari. Première incohérence, comment André Casse aurait-il pu prévenir les tueurs à gages que sa femme serait seule ce jour-là, alors qu'elle devait les accompagner au cinéma? À la dernière minute, alors qu'elle allait monter et s'asseoir dans la voiture pour partir, elle dit à ses enfants « Non, je ne viens pas avec vous ». Elle s'est retirée, et donc qui pouvait le prévoir? Pas M. Casse. A priori, ils n'ont rencontré personne, il n'est pas allé téléphoner, etc., etc. Donc il n'y a rien qui ressort pouvant faire croire qu'il a pu informer quelqu'un que son épouse était seule à la maison et qu'il pouvait y aller. Deuxième incohérence, d'après l'accusation, les tueurs se sont enfuis avec la voiture de la victime. Alors, par quel moyen de locomotion serait-il arrivé à son domicile? Bon, on n'imagine pas dans un crime organisé, par exemple, les auteurs arrivaient comment? Ils arrivent sans doute en footing, comme ça, en jogging peut-être. Puis quand on tue quelqu'un et qu'on a prémédité de donner la mort à quelqu'un, je vois mal qu'on quitte les lieux avec la voiture de la victime qu'on vient d'assassiner. C'est ridicule. C'est une piste qui était manifestement boiteuse dès le départ. Troisième incohérence, et celle-là est de taille. Et puis il y a surtout ce fait qu'ils y sont allés sans armes. Enfin, on est dans un projet criminel où on veut mettre fin au jour de quelqu'un, à la vie de quelqu'un, et on y part sans arme particulière. C'est pas possible, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des tueurs à gages. Ça fait rire tout le monde. Enfin, pour le procureur, un détail psychologique rend improbable l'implication d'André Casse dans la mort de son épouse. S'il avait organisé ce crime en rentrant du cinéma, ça m'avait beaucoup frappé aussi. Je ne pense pas qu'il aurait laissé le plus jeune de ses enfants, un seul de ses enfants, être le premier à découvrir la mort effroyable de cette femme. Je ne crois pas qu'il aurait fait ça. La thèse du crime commandité par le mari paraît soudain totalement invraisemblable. Pourtant, il reste dans le dossier un dernier élément troublant. Les 2 700 000 francs de l'assurance vie dont André Casse a profité à la mort de sa femme. La seule chose qui m'a troublé, c'est effectivement le fait que Casse ait touché l'assurance vie de 2,5 millions, qu'il y avait une possibilité de mobile à travers ça. Alors le procureur saisit la brigade financière et s'aperçoit rapidement que Sylviane était surendettée. Du coup, comme le montre ce document rédigé 2 ans avant le meurtre, l'argent de son assurance vie ne devait plus revenir à son mari, mais
mais à son créancier, en l'occurrence le Crédit Foncier. Mais c'est tout de même André Casse qui va encaisser cet argent. C'est vrai que la compagnie d'assurance va faire une erreur et va adresser le versement de la somme à André Casse. Je ne pouvais pas le savoir et jamais un quart de seconde je n'aurais pu penser le lendemain de sa mort, je parle pas à la veille, je parle le lendemain, que j'aurais touché 100 francs puisque c'était pas à moi. Donc comment peut-on organiser le crime, la mort de son épouse en sachant qu'il y a peu de chances qu'on puisse toucher cette assurance vie. Donc il n'y a plus de preuves concrètes, plus de mobile. Désormais, le dossier contre André Casse est totalement vide. Monsieur Schmitt dira « J'ai lu 50 pages, ma conviction était faite, il était innocent ». Donc quand on sait qu'il fallait 50 pages au procureur Schmitt, il est navrant que les autres magistrats n'aient pas lu ces 50 pages. La chambre d'accusation n'a alors plus le choix. Elle doit remettre en liberté Malek Mestoui, Driss Ouchani et André Casse. Mais preuve de l'embarras de la justice, cette libération va se faire en catimini. Ce 18 octobre 1996, Driss Ouchani, Malek Mestoui et André Casse sont priés de sortir de leur cellule. On vient taper à la porte de ma cellule et on me dit « t'es libre ». Alors je dis au surveillant qui est là, me fais pas chier, j'ai rien demandé, je peux pas être libre. Il me dit « je te jure André, t'es libre, t'es libre, t'es libre ». Driss, t'es libérable, prépare tes affaires. J'ai pas cherché ni 1, 2, 3, ni rien. J'ai pris un sac, je sais même pas ce qu'il y avait dedans. Je me suis habillé et je suis parti. Donc on vient m'ouvrir ma cellule et je me retrouve à 10h du soir dehors. Personne s'y attendait, mais du tout, du tout, du tout. Ni leur famille, ni leur avocat n'ont été prévenus. Et l'administration se montre peu coopérative. On se retrouve tous les trois dehors, collés l'un contre l'autre. Ils n'ont même pas voulu nous appeler un taxi. C'est les gendarmes qui étaient là, qui nous ont appelé, qui passaient par là, qui ramenaient un détenu. Qui nous ont appelé un taxi pour enfin rentrer chez nous et retrouver la liberté. Après 3 ans de détention, le goût de la liberté est amer, mais le cauchemar vient de prendre fin. Les enfants Casse ont enfin retrouvé leur père. J'ai vécu tellement de choses en si peu de temps que ce qu'on a pensé à faire, c'est se prendre dans les bras, passer du temps ensemble, manger, les choses simples de la vie, s'amuser, sortir, boire un verre. Essayer de rattraper un peu de temps perdu, même si on ne le rattrapera jamais. Nous sommes en 1998, et 6 ans après la mort de Sylviane Casse, le meurtre n'est toujours pas élucidé. L'enquête repart de zéro, et la justice n'a d'autre choix que de se replonger dans le dossier. Et parmi les pistes négligées au début de l'enquête, il y en a une qui va rapidement intriguer la nouvelle équipe de gendarmes. Il s'agit d'un vendeur de lithographie à domicile. 15 jours avant le drame, ce démarcheur avait fait le tour du village et s'était présenté au domicile des Casse. Jérôme était présent ce matin-là, il avait 11 ans. Un jour, on tape à la porte. La femme de ménage va ouvrir et je tombe sur un espèce de représentant de lithographie qui propose de vendre ses tableaux. Mais le type, il a une tête, franchement... il pourrait tourner dans n'importe quel thriller où, franchement, il a vraiment une tête de tueur. Lorsque les gendarmes se penchent sur son dossier, ils découvrent un ancien repris de justice. Et son casier leur fait froid dans le dos. On découvre que ce monsieur est un garçon extrêmement violent, qui commence à avoir un casier judiciaire long comme le bras. Et en plus, cet individu avait été arrêté en région parisienne pour avoir agressé une dame chez qui il s'était présenté pour vendre une lithographie. Il avait traîné bizarrement par les cheveux dans l'escalier. On se retrouvait un petit peu dans des actions similaires, du moins dans le premier temps, à l'affaire Casse.
Et pour couronner le tout, le suspect pourrait ressembler au portrait robot de l'homme qui a été vu sortant de la voiture de la victime. Alors que les taux se resserrent sur ce repris de justice, tout va pourtant s'écrouler comme un château de cartes. J'y ai cru aussi, oui, je dois le dire, j'y ai cru, avec la prudence qui s'impose, quoi. Hein. Placé en garde à vue, le suspect nie tout en bloc. Au moment du meurtre, il déclare être allé à Paris. Et après une enquête approfondie, plusieurs personnes viendront l'attester. L'homme est définitivement mis hors de cause. La piste du vendeur de lithographie s'arrête là. L'affaire Casse est un cuisant échec. 3 personnes accusées à tort, des vies détruites, une instruction mise à mal et surtout un meurtrier qui court toujours. Comment la justice a-t-elle pu en arriver là? On aurait pu comparer les empreintes avec les personnes qui ont pu être soupçonnées dans cette affaire, quoi. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'empreintes de relevé. Il y avait aussi beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites, les expertises de l'arme. Personne n'était allé faire une reconstitution sur les lieux, ne serait-ce que d'aller voir les lieux, comment ça se présentait. On retrouve 10 ans après des balles dans le mur, donc ça n'a même pas été exploité. L'autopsie de ma mère déjà a été une catastrophe. Ça a été bâclé. Si vous voulez tuer quelqu'un le dimanche, hein. Le travail sera bâclé. La famille de Sylviane Casse ne connaîtra probablement jamais l'identité du tueur. Cependant, il y a une thèse qui mérite d'être évoquée. Pour André Casse et ses enfants, la vérité est ailleurs. En effet, à trop se focaliser sur la piste Casse, les premiers enquêteurs en ont oublié que les dernières personnes à avoir vu Sylviane vivante n'étaient ni ses enfants, ni son mari. Dès le début de l'enquête, une voisine va spontanément déclarer aux gendarmes avoir vu Sylviane Casse quitter son domicile ce dimanche 5 avril 1992. La voisine dit qu'elle l'a vu partir, elle dit qu'elle a vu partir la voiture, alors elle situe une heure qui doit correspondre à un quart d'heure après le départ, me semble-t-il, de toute la famille Casse au cinéma. Ce jour-là, Sylviane Casse s'est rendue dans une salle de vente de Rouen pour y acquérir des tableaux. Plusieurs témoins l'attestent. Il va être vu de façon absolument certaine par les employés de la salle des ventes de Rouen, de la rue de la Croix de Fer. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'elle rentre après à la maison? Est-ce qu'elle surprend les cambrioleurs? On peut plutôt penser ça. Aujourd'hui encore, la mort de Sylviane Casse reste un mystère. Pendant 8 années, André Casse est libre, mais toujours pas innocenté. Le désespoir au ventre, il attend pendant des années un non-lieu qui lui permettrait de redémarrer une carrière. Je vais passer 8 ans, de 96, 16 octobre à 2004, avec une espèce de boîte emmerdeux dans laquelle personne ne veut le signer, ce putain de non-lieu. En 2004, 12 ans après le drame, la mort de Sylviane Casse, il y a une grande purge effectuée par la justice rouennaise. Tout le monde bénéficie d'un non-lieu. Donc il n'y a plus de vérité judiciaire, il y a un crime impuni. Il reste un crime impuni. Parce qu'ils ont passé 3 ans en prison alors qu'ils étaient innocents, Driss Ouchani, Malek Mestoui et André Casse ont été indemnisés par la justice en juillet 2005. Mais là encore, c'est une douche froide. 3 années de privation de vie, 3 années d'incarcération dans des conditions qui sont absolument détestables, eh bien 70 000 €. Voilà, 3 années de privation de vie, avec toutes les catastrophes que ça peut engendrer, 70 000 €. Pour les magistrats, une grosse indemnisation, ça veut dire une grosse erreur. Une petite indemnisation, c'est une petite erreur. Voilà. C'est un vrai scandale. C'est cette répugnance de la justice à admettre ses erreurs. Elle détient la vérité. Lorsqu'elle se trompe, eh ben, elle met des années avant de le reconnaître. À l'époque, avec le témoignage de Djoubri, je pense qu'il était impossible d'éviter la détention provisoire pour ces 3 hommes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis réellement désolé, pas tellement pour André Casse, mais surtout pour les 2 autres.
Eux, ça les a brisés, ça les a vraiment brisés. Une vie gâchée pour lui, plus nos vies gâchées. Complètement. Oui. Oui. Et ça, on s'en remettra jamais, quoi qu'il arrive. Même si on repart, même si on va recréer nos vies, même si... Mais on vivra toujours avec ça au fond de nous-mêmes. Et surtout, on n'a jamais recherché l'assassin de ma mère, qui doit couler des jours heureux grâce à eux.